un outil de concentration. Elle empêche ma voix intérieure de divaguer. Mon approche est purement logistique, extrêmement concentrée par définition. Je ne suis pas là pour prendre parti. Ce n'est pas mon rôle d'exprimer la moindre opinion. Ceux qui peuvent se payer mes services n'ont pas de temps à perdre à me rallier à une cause. Je ne sers aucun dieu, aucune patrie. Je ne brandis aucun drapeau. Si je suis efficace, c'est grâce à un simple fait. J'en ai rien à foutre. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 11. Cette semaine, émission forme, coup pour coup et morne pleine. Ce qu'on a fait ce soir, ce qu'elle a dit ce soir, réalisant notre espoir, on se lance vers la gloire, nous sommes vaniteux et aveugles. Mais qu'est-ce que c'est fa. Bug. Donc, et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, je disais émission coup pour coup, car nous allons parler de perfectionnisme technique. Et donc, cette émission ne sera pas une mise en abîme de cette perfection technique, puisque donc nous allons parler ce soir. Ou alors ironique, éventuellement, comme le film. Nous allons donc parler ce soir du dernier long métrage en date de David Fincher, sorti sur Netflix il y a une dizaine de jours, donc The Killer. Et ensuite, nous parlerons de Violence avec Vincent doit mourir, premier long métrage cinéma de Stéphane Castan. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma droite, mais rarement à ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a aussi également Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le Fincherien devant l'éternel qui donc, pour ne pas rendre hommage à un de ses réalisateurs d'amour, fait donc des pains techniques. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite tout ira bien, n'est-ce pas mon cher Thibaut? Il va pas y avoir de virgule agenda non plus. Ah bon, il n'y aura pas de virgule agenda non plus? Non, il va falloir la faire nous-mêmes. Un saut de merde, docteur. Il m'a jeté un saut de merde en pleine figure. Voilà. Donc les agendas. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec des virgules? En fait, on peut très bien le faire à chaque fois. On pourrait les faire à la bouche, faire des bruitages. On pourrait faire tout ça à la voix. Et donc les nouvelles balades. La première nouvelle, mon cher Thibaut, c'est un peu quand même la grosse nouvelle de la semaine, le départ de Bruno et le retour de Julien au Stade Rennais Football Club. Et oui, ça a été. J'allais en parler dans mes coups de cœur. Bruno Solo et Julien Clerc. Exactement, c'est ça. Donc voilà, Pep Genesio qui nous quitte après 2 ans et demi quand même de globalement une belle carrière au Stade Rennais quand même. On a pris quand même un énorme kiff, mais bon, j'en parlerai coup de cœur. Voilà, effectivement. En tout cas, c'était quand même la grosse news du week-end, on peut le dire. Ça et l'incendie dans la ligne B du métro, quoi. Oui, exactement. C'est les 2 informations rennaises principales de catastrophe. Enfin, une catastrophe, on ne sait pas, on verra. Des chamboulements en tout cas. Sinon, demain au Tambour à 18h15, il y a Ciuccia de Vittorio De Sica. Donc qui passe, suivi à 20h45. Ça sonne comme un mot xiapial. Sucia de Vittorio De Sica. Et suivi à 20h45 donc de Gremlins de Joe Dante, qui veut dire précède Noël, parce que donc, tout ça n'est que dans un mois, mais bon, film de Noël bien connu. Film d'avant. Voilà, film d'avant. Comme un calendrier de l'avant, il y a un film de l'avant. Exactement, c'est ça. Sinon, jeudi à l'Arvor, vous pourrez voir ou revoir le film de Wes Craven, Scream, donc le premier de la saga qui n'en finit plus de mourir, mais probablement le meilleur. Après, je dis ça, je l'ai pas vu, mais. Tu l'as jamais vu? Non, sérieux? J'ai jamais vu aucun Scream, je crois. Ah ouais. J'ai vu le premier comme un petit kiff, un petit plaisir. Mais j'ai vu presque tous les Scary Movies. Mais tu vois, c'est typiquement le genre de film en fait, je trouve qui tient pas en fait sur les années en fait. Faut le voir à l'aube des années 90. Même par rapport à d'autres Wes Craven, quoi. C'est le film qui prend un an, c'est un film qui prend 10 ans à chaque vision. Ouais, et puis finalement, tu vois, c'est une espèce de côté, tu vois, c'est ce côté postmoderne, et en fait, c'est déjà chiant, en fait, dans la fin des années 90, c'est déjà chiant les clins d'œil aux spectateurs, et moi, je sais que je l'ai vu au Cinoche, et tu vois, sur le coup, ça m'avait plu. Et puis plus les années passent, plus je me dis mais non, en fait c'est un peu bidon cette histoire, quoi, quand même, quoi. Vaut mieux revoir le sous-sol de la peur ou sauf la scène d'ouverture qui effectivement moi je trouve reste une très bonne ou la scène, colline à des yeux ou la dernière maison. Ouais, ou l'emprise des ténèbres. Ah oui, c'est bien ça. Bon, mais pas la créature du marais. Ouais, c'est moins bien.
Et sinon, toujours à l'Arvor, je crois que c'est le même jour, il y aura Sucré-salé de Ang Lee, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Oui, C'est c'est ça. super. super mélo familial et culinaire. Voilà, exactement. Avec une histoire entre une fille et leur père qui est chef cuisinier. Oui. C'est très bien. Sinon, sortie nationale, demain sort le nouveau film de Sir Ridley Scott, Napoléon. Alors, le film sera probablement un peu bidon, on en parlera je pense dans quelques semaines, mais en tout cas, rien que pour les interviews de Ridley Scott, qui est déchaîné en ce moment, qui est vraiment dans sa phase de All Grumpy, Grandpa, qui passe son temps à chier sur tout le monde, tous ceux qui critiquent le film. Les historiens trouvent que bon, c'est quand même un peu léger. Oh, mais on s'en fout. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous étiez là? Non. Non, donc, Voilà. À d'autres spectateurs Attention. français qui critiquaient le film, il leur a dit Get a Life. d'accord. Mais de toute façon, si c'est la même, comment dire, le même réalisme historique que le film sur les croisades, Oui, que Robin des Bois. voilà, que je veux dire, où je me souviens d'Orlando Bloom qui cultivait son petit potager à Saint-Jean-d'Acre, tout peinard, tout pépère, Et qui genre, apprenait l'irrigation aux Arabes. Voilà, non mais voilà, bon, bref. Quoi. Voilà, voilà, moi je vais pas me formaliser de ça. Non. Un film sur Napoléon, de toute façon, c'est toujours, enfin, tu vois, Ça sera toujours un peu c'est- empoulé, voilà, pas lourd. C'est toujours, voilà, c'est Napoléon, quoi. C'est Mais notamment, apparemment, il y gros a sujet iconique, Mais quoi. dé- Donc, déjà, ce qui est quand même assez rigolo, ce qui pour le coup est plutôt bien, c'est que ça fait chier plein de faf français qui disent ouais, mais il est pas gentil, il montre un Napoléon méchant, nanana, oui, c'est un mais- salaud. Bah, alors mais déjà il était oui. pas gentil. Et hein. ce à quoi Ridley Scott a répondu, je n'ai rien à foutre, de toute façon, les Français ne s'aiment pas. D'accord, oui, donc il est vraiment, mais Ah oui, il est vraiment- il est méchant comme tout, en fait. Ouais, ouais, il est grognon méchant comme tout. il- L'autre jour, il parlait de Martin Scorsese qui parlait de sa peur de la mort, tout ça, Ouais. machin, parce il fait ça va. Au moment où il a entamé à faire Clear of the Flowers Moon, moi j'ai fait 3 films. Moi je n'ai rien à foutre, je tourne, je continue. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ah là là. Ah là là. Ces films sont pas Sacré- bons, mais alors lui, sacré Ridley. qu'est-ce qu'il est sympathique quand même. Sacré Ridley. Sinon, demain, il y a un film avec Virginie Efira qui s'appelle Rien à perdre parce que perd son enfant à Brest. Qui paraît-il est pas terrible. Non, ça perd terrible. Il paraît que c'est assez. Les retours sont assez Mitigés. Mitigés, oui, pour le moins. Sinon, il y a en parlant de vieux, je ne savais pas qui tournait encore, c'est Denis Arcand, le Québécois, qui sort son nouveau film Testament. Oui, d'accord. Voilà. Oui, ça quel commence- mérite d'être Au programmatique. moins, c'est assez en termes clair. de Hein, titre, on hein. pourra dire que c'est un film Testament, justement, je pense. Sinon, il y a un film de Hélène Klotz qui s'appelle La Vénus d'argent. Vous avez entendu Oui, parler Oui, Lucas vaguement, ouais. Mais j'en sais pas plus. Sinon, il y a le documentaire de Arnaud Despalières, Journal d'Amérique. Donc, c'est un journal filmé sur l'Amérique. Il y a Comme l'a dit que sorti. Comme l'indique son nom, c'est quand même bien fait. Sinon, pour vous les mélomanes et les jeunes, il y a le concert de SCH au Vélodrome. Ouh. Et en général, les concerts dans les stades, c'est toujours dégueulasse, mais après, j'aime bien SCH, mais sympathique comme À concert. voir sur un écran en plus. Ça va être, Oui, m'a gâté. Ça va être super cool. Bah oui, évidemment. Et sinon, si vous avez une journée devant vous, littéralement, il y a le chef-d'œuvre de Sergei Boucherbouk, Guerre et paix, qui ressort. Donc 7 heures de film. Il ressortira aussi normalement, enfin, c'est même sûr, en Blu-ray. Mais donc il y a une copie qui existe. Le film ressort soit en montage intégral de 7 heures, soit découpé en 3 films. Voilà, Voilà, faites donc un s'il peu- reste pas de place pour SCH, Voilà, vous allez pouvez voir tenter Guerre et paix, Guerre et qui est paix. quand même un film qu'on peut dire empoulé, mais hallucinant. C'est voilà, un film qui en plus avait eu l'audace au moment de sa sortie, en plein pic de la guerre froide, de gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Bien joué les soviétiques. c'est bien les communistes d'Hollywood. Ça. Ah là là, si vous voulez voir 100 000 vrais figurants qui se foutent sur la gueule dans des visions dantesques. Empoulé mais aberrant. Enfin, empoulé mais, comment tu disais, empoulé mais aberrant ou empoulé mais spectaculaire. Ouais, voilà, fascinant. Bon, c'est un peu la définition de pas mal de films russes, on va dire soviétiques à grand spectacle. Voilà, à partir du parlant. Voilà, quoi. on va dire que clairement, le politburo du comité central avait des largesses financières dès qu'il s'agissait de faire de la propagande. Bah, il y avait du Moudjik qui pouvait servir de figurant. Hein, Exactement, c'est ça. À quoi ça sert d'avoir autant de paysans prolétaires si on peut pas les faire vraiment mourir écrasés par des centaines de chevaux? C'est quand même beau le communisme quand on y pense. Hein. Ah là là, c'est pas Hollywood qui a fait ça. Hein. C'est pas mal. Avec ses effets spéciaux, Ouais, voilà, c'est c'est là, c'est made painting, non, des Petit vrais joueur, figurants. petit joueur. Voilà, petit joueur, exactement. Ah là là, c'était la belle époque hein, quand même. C'était le bon temps, c'était le bon vieux temps. C'était le bon temps. Ah là là. Bref, nous allons passer à la section critique de cette émission car Thibaut est au taquet et on va donc parler de tueurs. Now, brothers and sisters, good day. Sit down, how you doing? I hope you're doing fine. Because I would even make your mind, I would tell you. Ne fais confiance à personne. Ne cède jamais le moindre avantage. Ne mène que le combat pour lequel on te paye. Bannis l'empathie. L'empathie, c'est de la faiblesse.
La faiblesse, c'est de la vulnérabilité. À chacune des étapes, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Voilà les conditions. Voilà à quoi il faut t'engager. Si tu veux réussir. Simple. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, nous avons écouté Big House avec The Killer, suivi d'un extrait donc de The Killer de David Fincher. Et non, je n'ai pas passé un extrait des Smiths que le personnage principal écoute. À ta grande joie. Amondieuseusement, exactement. Déjà, le film a très mal démarré pour moi, parce que donc, je ne suis loin d'être fan des élucubrations musicales de la bande à Johnny Marr et à Morrissey. Je préfère largement Morrissey en solo, c'est-à-dire que plus il est raciste, plus je trouve qu'il fait de la bonne musique. C'est quand même incroyable. Paradoxe. Un paradoxe étonnant, car donc le personnage principal donc de The Killer, incarné par Michael Fassbender, est un genre de tueur philosophe qui donc écoute les Smiths pour se détendre avant de tuer les gens. Et donc évidemment un jour, patatras, il y a une mission qui va rater. Les commanditaires se disent que bon, à travail salopé, tout ça mérite réparation, et donc ils vont s'en prendre à lui. Ne le trouvant pas, ils vont tabasser copieusement sa bonne femme, et là donc Michael Fassbender va décider de se venger de ses employeurs, parce que bon, quand même, tout ça, ça fait désordre. Donc sur ce pitch de pure série B qui est basé sur une bande dessinée française qui a déjà plus de 20 ans, je crois que le premier tome c'était 2001 ou 2002 de Mats et Luc Jacamon, que notre ami David voulait déjà adapté justement au milieu des années 2000, vers 2005-2006. Il avait commencé à travailler dessus, puis pour des questions de droit, il n'avait pas pu le faire, et donc il s'était reporté sur ses autres projets, notamment ceux qui, personnellement, mon film préféré de Fincher, voire le seul que j'aime vraiment, donc Zodiac en 2007, qui est pour moi qui est son grand film, son grand chef-d'œuvre, parce que je suis, contrairement à plusieurs membres de cette émission, loin d'être client du cinéma de David Fincher, qui peut parfois me séduire sur le coup, on va dire, et en général, en y repensant, je trouve ça souvent assez creux, assez vain, et parfois même certains de ces films sont assez désagréables, notamment Fight Club, qui est un film que j'exècre, on peut le dire, que je déteste, et qui donc à chaque fois j'accueille ces nouveaux projets, on va dire avec circonspection, en tout cas avec très peu d'attente, on peut le dire. Son précédent film Manque, qui était déjà une production pour Netflix, portait à la fois toutes les tares du cinéma David Fincher, tout ça mêlé aux tares des productions Netflix, donc c'est-à-dire leur absence de producteurs et de laisser à des espèces de cinéastes démiurges qui pensent à avoir les pleins pouvoirs et justement aucune autre contrainte de production pour faire leur film somme, comme avec Martin Scorsese sur The Irishman, donc les frères Cohen avec Buster Scruggs, et Fincher avec Manque, où justement il y avait cette espèce d'hypertrophie d'autorisme dans un film qui justement manquait un peu de contrôle autre que celle de son metteur en scène. David Fincher là donc continue à bosser avec Netflix après sa série Mindhunter, qui a connu 2 saisons si je ne m'abuse, et qui a arrêté. Et qui est donc arrêté comme toutes les séries Netflix. Et Fincher en plus là durant la promo du film déclare allègrement qu'il n'en a rien à foutre des salles de cinéma, parce que toutes les salles de cinéma c'est de la merde, et les conditions de projection sont toutes pourries, alors qu'avec Netflix c'est quand même vachement mieux, c'est vachement cool parce qu'ils ont un contrôle qualité, c'est bien connu chez Netflix, qui est super top. Bref, David est quand même... Il faut nuancer. Ouais, mais bref, David est quand même ultra corporate. Ouais, il parle surtout des États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, les conditions dans les salles sont pas gênantes. Même en France, il disait partout dans le monde, il n'a rien à foutre des salles. Autant voir chez soi. Disons qu'il a quand même un discours assez paradoxal de quelqu'un qui, on le sait, est un contrôle fric absolu, qui fait hyper attention à la technique, au format de projection, à son cadre, à la photo, aux techniques qui vont être développées pour faire son cinéma. Et ça se voit encore dans le film, il y a des trucs qui sont visuellement et en termes de technique, en termes d'effets spéciaux absolument hallucinants, alliés à, on va dire, un discours qui irait contre l'évolution des salles de cinéma pour justement, on va dire, privilégier le cinéma domestique, qui pourtant ne s'accorde pas forcément le mieux avec ses ambitions visuelles. Parce qu'il a quand même, on sait, des ambitions visuelles qui sont assez démesurées sur, on va dire, des points de détail du cadre, et notamment dans celui-là, dans sa scène d'introduction, qui sont quand même assez folles, et qui, je trouve, est amoindrie peut-être par le petit écran, parce que moi j'ai pas non plus une installation de giga malade chez moi avec un écran de cinéma personnel comme lui probablement il a. Donc déjà c'est une genre des paradoxes du cinéaste David Fincher, et paradoxe, ça a été pas mal dit au moment dans les différentes critiques
de The Killer, qui est un film étrange, à la fois qui mêle, on va dire, un pur scénar de série B, un peu limité, voire un peu con, avec des, on va dire, des ambitions formelles et un genre de simili-discours sur sa propre position de cinéaste mercenaire dans le cadre dans lequel il œuvre, donc c'est-à-dire du film pour plateforme, où il aurait à la fois conscience de son statut de fonctionnaire de plateforme, tout en mêlant quand même sa grande prétention visuelle de cinéaste qu'il a de manière générale. Parce qu'il a souvent fait des films comme ça, un peu comme son pote Soderbergh, qui différencie les films pour eux, les films pour lui. Lui, il dit entre les films et les movies. Donc, c'est-à-dire que quand il fait Manque, c'est vraiment un film personnel pour lui. Et quand il fait The Killer, c'est plus justement le scénar de série B, comme à l'époque où il a fait The Game ou bien Panic Room. Sauf que, en général, quand il fait ces petits films-là, je trouve que c'est rarement là où il est, on va dire, le plus intéressant en termes narratifs, mais qui sont plus des théâtres d'expérimentation visuel pour lui plus qu'autre chose. On pourrait dire que c'est des exercices de style, mais qui parfois tournent, je trouve, souvent à vide, comme dans Panic Room, qui est un film qui visuellement est passionnant, où il a plein d'expériences qui sont passionnantes, qui sont hallucinantes, mais pour finalement, en termes narratifs, ne pas raconter grand-chose de plus que ce qu'il y a dans les scénars de base. Et là, je trouve que c'est exactement le même problème que j'ai avec The Killer, qui n'a pas été un film désagréable en soi, que j'ai regardé avec parfois un certain plaisir et aussi parfois un certain ennui, mais on va dire que c'est là quand même la reproduction d'une mécanique de mise en scène qu'il a déjà mis à l'œuvre dans ses précédents longs métrages, à la fois dans ses obsessions visuelles et dans ses obsession d'un personnage principal qui se veut ultra méthodique, ultra technique, ultra précis, obsédé par le fait de rester collé à son plan d'attaque, dont il essaye de ne pas dévier, alors que toutes les actions du personnage qui sont mises en branle dans le film font absolument l'inverse de son plan initial. C'est-à-dire que le mec, il craque à peu près tout ce qu'il veut faire, et surtout, il adore jeter des trucs à la poubelle. Faudrait faire, on en parlait avec Antonin du cinéma, il faudrait faire un super cut de Michael Fassbender qui jette des trucs parce qu'il n'arrête pas. Alors Thibaut, en tant que Fincherien convaincu... Oui, moi, David Fincher est un cinéaste, j'apprécie toute la filmographie du cinéaste. J'avais eu un petit peu plus de problèmes avec Manque, film que j'avais du mal à interpréter, j'arrivais pas à trouver un petit peu les thématiques fincheriennes dans ce film. Et moi, je trouve qu'avec The Killer, je trouve qu'il rebondit. Alors, oui, c'est un apparat de série B. Clairement, on est dans la partie basse de sa filmographie. T'as cité Panic Room et The Game, c'est un film qu'on pourrait mettre à ce niveau-là. C'est pas ces grands films, The Social Network, Fight Club, Zodiac, bien entendu, voire même Gone Girl et Seven, bien entendu. Mais je trouve que c'est un film passionnant et moi, c'est un film qui me reste au final et qui se décante petit à petit. Après le visionnage, je l'ai vu il y a quelques jours et le film me reste en fait en tête. Et surtout, j'arrive à trouver un petit peu des axes d'analyse ou des axes d'interprétation qui me conviennent et qui permettent de rentrer dans la logique fincherienne. C'est-à-dire que le film est passionnant parce que c'est une série B avec même si Netflix propose des budgets qui sont certes intéressants, mais il y a déjà quelque chose qui est hyper intéressant, c'est le générique. Alors, David Fincher est hyper fort pour poser des génériques. Et ici, le générique, musique de Train 13 Nord d'Atticus Ross. Qui bosse avec lui depuis Social Network. Donc, mon amour pour Train 13 Nord est incommensurable. Et je trouve qu'en fait, le générique va très très vite, avec des images très très cut. Enfin, genre une série télé presque. Ouais, voilà, exactement. Même dans la facture visuelle. Raccord. Et on va arriver direct dans le corps du film avec Fassbinder qui regarde on ne sait pas trop quoi dans un appartement vide et qui dit on se fait chier, littéralement. Et je trouve que ce paradoxe-là, ce contrepoint-là est absolument passionnant. Et ensuite, Fincher en fait va déployer un petit peu toute sa thématique de la solitude parce que au-delà d'être un grand formaliste, je trouve que Fincher en fait a 3 axes de réflexion dans son cinéma, c'est la communauté, la solitude et la manipulation. Et
il n'a jamais de conclusion finale à chacune de ces 3 thématiques. Et ici, alors, il va peut-être pas parler de la communauté comme il en parle dans Gone Girl, par exemple, ou dans Panic Room, parce que je trouve que Panic Room, en fait, est révélateur de ce que c'est la communauté américaine dans sa tentative d'isolement post-2001. Mais Ce ici, n'est pas post-2001, c'est sorti un peu avant le 11 septembre, je crois. ouais, mais Panic Room. c'est comme si en fait il enclenchait un petit peu sa logique-là et il plongeait les États-Unis dans le 21e siècle. Et je trouve que c'est absolument fascinant, comme s'il avait un temps d'avance en fait. Et peut-être que Fincher a un temps d'avance, mais en tant que fan, je me plais à le penser. Et ici, il va pas parler du coup de la communauté, il va très peu parler finalement de la manipulation, parce que la manipulation va vite être évacuée entre l'avocat qui manipule le killer et qui va mettre une vendetta en fait sur son nom. Voilà, tout ça on s'en fiche un petit peu, mais en fait je trouve que c'est un grand film sur la solitude et je trouve que ça s'insère dans les thématiques fincheriennes, parce que il faut se rappeler que Fincher filme souvent des héros qui sont seuls, que ce soit Ben Affleck dans Gone Girl, que ce soit bien entendu Mark Zuckerberg à la fin de The Social Network, enfin tout The Social Network, ou même les différents personnages de Zodiac qui au fur et à mesure bien entendu, de leur obsession Zodiac, professionnelle deviennent de plus en plus seuls. Taré, bien entendu Zodiac, qui est sans doute son film somme, tu le dis très bien, c'est vraiment son meilleur film. C'est pas mon préféré, mais c'est son meilleur film. Bien entendu Zodiac, voire même Edward Norton au début de Fight Club. Et en fait ici, il va étirer cette thématique de la solitude jusqu'au bout, dans une quasi-expérimentation, parce qu'au final, qu'est-ce que pourrait être The Killer ? The Killer pourrait être un film muet. Et ça, je trouve ça hallucinant de sortir ça sous la parade d'une série B où on se dirait il y a de la punchline à tous les sens, il y a de la gunfight, il y a de la baston, enfin il y aurait des explosions, tout ce qu'on veut. Et en fait ici on est sur un film quasi minimaliste qui déjoue carrément les attentes, avec un humour un petit peu pince sans rire qui fonctionne souvent. J'ai un humour plus ironique justement entre la distance entre la voix off et puis ce qu'on voit à l'écran, oui, et qui parfois pourrait basculer un peu vers le cynisme, mais il est toujours un peu sur la corde. Il est sur un fil, mais je trouve qu'en fait il étire cette thématique de la solitude jusqu'au bout, ce qui fait que Fincher, certes c'est une production Netflix, certes on peut le catégoriser dans la partie basse de sa filmo, mais néanmoins ça reste un film de David Fincher, et rien que pour ça, pour moi c'est un gage de qualité. Le film, c'est pas un grand film, faut peut-être pas déconner, parce qu'il y a quelques... On s'ennuie un petit peu des fois, le film est long, il fait 2 heures. Mais voilà, c'est un film qui s'insère parfaitement dans cette filmographie, et que ce soit cinéma, série, ou production Netflix, David Fincher est en train de construire une filmographie ultra cohérente à ce niveau-là. Ouais, parce que tu parlais de la solitude, c'était Julien Abadi qui a fait un court texte sur le film qui disait que pour lui, un des principaux intérêts de The Killer, c'est que David Fincher insère son personnage dans des non-lieux. Donc c'est-à-dire soit dans des banlieues misérables ou dans des bâtiments vides, ou comme souvent c'est un mec qui adore le design graphique et puis le machin des maisons, dans des grandes maisons de riches un peu impersonnel, un petit peu comme Michael Mann dans Heat, tu vois. Il y a ce genre d'environnement ultra froid en fait que David Fincher, je pense, affectionne réellement, mais qui donne un côté étrange à la déambulation des personnages. Mais c'est ce que dit, en fait, c'est ce qui est dit dans le documentaire Los Angeles Play Itself. Exactement. Également, et il rentre dans cette logique-là. Et juste pour terminer sur la question de la solitude, je disais tout à l'heure que David Fincher n'a pas de conclusion définitive par rapport à sa propre thématique. Et cette question de la solitude-là, moi, ce film-là, je raccrocherai en fait finalement à Michael Mann et à Hacker, dans le sens où c'est un homme qui est seul et qui va essayer de se réinsérer dans le cadre. Alors, Michael Mann dans Hacker, il veut sortir du cadre, en fait, mais il ne veut plus être seul. Sortir de la représentation. Voilà, mais il n'est plus seul. Et en fait, The Killer, en fait, à la fin du métrage, en fait, c'est comme un petit peu Hacker de Michael Mann. Alors, il est en plein milieu du cadre, certes, mais enfin, il n'est plus seul et il a trouvé une acolyte avec qui partager sa vie. Et en fait, Fincher, au final... Sauf que chez David Fincher, je trouve qu'il n'y a pas, on va dire, la côté émotionnel
qu'il y a chez Non, Michael Mann. non, y a Parce pas que des- y ça, a- pour le coup, c'est un truc qui je trouve qu'il a toujours eu du mal à faire. C'est l'émotion, bien C'est de entendu. créer de Bien l'émotion entendu, avec oui. ces personnages parce qu'ils sont tellement froids et ils sont tellement méthodiques où tu as l'impression que même quand ils sont amoureux, finalement, ça leur passe par-dessus. Mais c'est pas. En fait, il se rapproche de Edward Norton dans Fight Club. Il se dégage de Jesse Eisenberg, Mark Zuckerberg dans The Social Network. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire en fait sur cette solitude contemporaine avec des manières différentes de le faire, mais entre Michael Mann Hacker et David Fincher The Killer. Docteur. Ouais, bah moi j'avoue que je suis un petit peu au milieu du guet en fait, hein, moi avec ce film-là, quoi. C'est-à-dire que moi je suis plutôt amateur de Fincher également. Mais en fait, je me rends compte en vous écoutant parler, et même si je reconnais tout à fait, hein, effectivement, que ce thème de la solitude, puis ces espèces de personnages un peu antipathiques, qui sont assez un peu une des spécificités, ce qui font aussi que ça c'est des films froids, c'est aussi que c'est des films avec des personnages qui sont pas forcément très sympathiques ni très chaleureux déjà en soi, quoi. Donc voilà, il y a des choses très fincheriennes. C'est vraiment, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut. C'est vraiment un film de Fincher à la fois dans la manière de filmer et dans cette distance justement vis-à-vis de l'histoire qu'il raconte. Après, en fait, je me rends compte en le regardant, alors, parce que pour moi c'est plutôt un faux remake du Samouraï en fait de Melville. Oui. Alors, De toute façon, tu sens un peu les influences. Il y a à la fois le Samouraï de Melville. Après, je sais pas si ça vient de la BD, mais ça fait aussi pas mal penser au début notamment à la position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette, sauf que Manchette va dans des motifs qui sont beaucoup plus extrêmes parce que lui, son personnage devient carrément un genre de débile mental donc à la fin de son livre dans on va dire une thématique narrative du cercle, ce que ne fait pas Fincher qui on va dire reste sur des bornes plus balisé, je pense. Ouais, alors moi c'est ça. Moi je pense que c'est ça surtout qui m'a. Moi j'ai pas trouvé le film non plus désagréable comme toi, hein, mais le truc que je regrette, c'est qu'effectivement les meilleurs films de Fincher, c'est les films où il y a un scénario qui est écrit par quelqu'un d'un peu voilà. Là je crois que c'est Andrew Kevin Walker qui a écrit le scénar. Bon, Andrew Kevin Walker. Bon, le scénariste de Seven. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est pas Aaron Sorkin quoi. Tu vois, et je trouve ou que David Koepp, voilà, et je trouve que Zodiac, justement, Steve Zayan, The Social Network, Gone Girl, c'est quand même basé sur des matériaux qui sont solides sur le plan, moi je trouve dramaturgique et narratif, et où du coup cette distance en fait, elle est pas ressentie comme gratuite, parce qu'en fait elle est justifiée aussi par par le sujet. Ou contrebalancé voilà, par une là quelque part c'est le sujet aussi, puisque ce mec est détaché du monde, donc il faut évidemment montrer ça, et Fassbender dans un monde froid où tout se ressemble. Voilà, Fassbender fait plutôt bien le job, hein. Je sais pas, il n'avait pas tourné depuis 5 ans je crois pour le cinéma. Ah ouais. Fassbender, ça fait un moment qu'il est monolithique au possible. Il se rase à se. Non, mais après il y a des trucs de son que j'ai bien aimé. Cracher à s'irriter la peau au possible. Il y a des trucs sonores que j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé le travail sur la bande sonore. J'ai bien aimé les alternances entre ce qu'on entend dans le casque, les Smiths quand on les entend dans le casque et quand on les entend à l'extérieur. C'est sûr que si t'aimes les Smiths c'est frustrant. Voilà. Moi je suis pas un fan des Smiths. Je connais pas très bien ce groupe-là, mais par contre effectivement il y a une espèce de jeu comme ça plutôt que de noyer les scènes dans une musique qui fait cool. En fait il passe son temps à contrarier ça. La musique c'est pas le film jukebox. Voilà, pareil, la musique de Trent Reznor et d'Atticus Ross, elle est discrète, mais elle est super bien. Moi, je trouve qu'elle est vachement bien cette musique-là. Le score fonctionne bien. Et puis voilà, et puis moi j'aime. Puis il y a 2-3 gags quand même que moi je trouve assez rigolo, les trucs de voix off justement où il répète son mantra, il passe son temps à se faire interrompre. Stick to the plan. Voilà, c'est-à-dire qu'il a tout son mantra, il se répète dans la tête, puis il y a toujours un connard qui vient lui mettre une pêche ou qui vient lui sauter dessus. Et de plus en plus rapidement d'ailleurs. Ouais, exactement. Ce qui fait que son mantra, évidemment, il peut pas le tenir, puisqu'en fait il y a le monde réel en fait autour de lui qui fait que dans son monde parfait, évidemment, tout fonctionne bien, quoi. Jusqu'au moment où évidemment ça fonctionne pas. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que le film est déséquilibré un petit peu. Alors déjà pour moi, il y a un souci qui est aussi un souci de scénario. Pour moi, c'est le fait de changer de lieu. Ce côté James Bond, là, moi, je sais que je suis un peu fatigué de ça, en fait. Moi, j'aime bien les films qui se passent dans une ville. Voilà, tu vois. Le côté Mission Impossible où ça voyage. Voilà. Quoi. Et voilà, le côté où ça voyage, où voilà. ça voyage, mais t'as l'impression que c'est toujours le même truc parce que ça fait partie de son discours de ubérisation du monde, je sais pas comment on dit. C'est peut-être, ça a sans doute du sens par rapport à Fincher. Moi, j'avoue que et le découpage en chapitres qui fait que ça, c'est un truc que moi je trouve qu'en tant que spectateur qui te crée une attente. Où tu sais que, ok, d'accord, c'est en chapitre, donc ça va être découpé, tel machin, ça va être un lieu, tel machin, ça va être un lieu. Il va y avoir une grosse unité dramatique. Tout le monde n'est pas l'argent de trait. Donc du coup, t'as pas trop d'effet de surprise en fait sur ce que tu vas voir en fait. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir vraiment de retournement de situation parce que c'est un livre qui est déjà écrit. C'est assez mécanique du coup. Donc il y a quelque chose d'assez mécanique et moi c'est plus ça qui m'a un petit peu
voilà, qui m'a un petit peu où je me suis dit bon, ouais, j'aurais aimé que ça soit un peu plus charnu, voilà, comme qui dirait, en termes de, pas forcément en termes de justement de froideur et tout ça, parce que je sais bien, voilà, Fincher, je vais pas lui demander de faire du Fellini, quoi, tu vois, je veux dire, mais, voilà, ou de faire du Russ Meyer, quoi. Ah, ça, alors ça, c'est... mais par le contre, sûr David Fincher mettre des voilà, meufs à grandissement qui courent partout. mais par contre, voilà, moi je trouve que le côté, voilà, il y a le scénario est un peu Steven Seagalien quand même, et c'est vrai que du coup ça marche un peu moins, mais justement, et moi je suis d'accord avec toi. Mais moi je suis d'accord avec toi, ça rejoint, je suis d'accord avec vous deux, ça rejoint complètement comment ça s'appelle le film avec Jodie Foster, Panic Room et The Game, quoi, qui sont pour moi ces deux moins bons films. The Game, c'est vraiment de la merde. The Game parce qu'il y a un gros The Game parce qu'il y a un gros problème de scénar au bout d'un moment. Et de Michael Douglas. Ouais, mais ça c'est moins grave, mais il y a un gros problème de scénario. C'est-à-dire que ça commence super bien, puis en fait, au bout d'un moment, ça patine, parce qu'au bout d'un moment, ils mettent du sentiment. Justement, il essaye de faire de la sentimentalité, et ça marche pas super bien. Et Panic Room, ça marche pas bien, parce que là, tu sens bien qu'il s'intéresse pas des masses à l'histoire qu'il raconte. Et là, en fait, il y a un peu ce sentiment-là aussi, c'est que moi, j'ai le sentiment qu'il est pas... Alors effectivement, il y a tous ces thèmes et tout, donc voilà, c'est pas très compliqué pour lui finalement de faire résonner l'histoire avec à la fois son propre destin de cinéaste et puis ses thématiques, ses obsessions habituelles, mais un petit peu plus d'ambiguïté peut-être aurait été souhaitable. Moi, j'aime bien justement les Gone Girl et les Zodiac parce que c'est ambigu en fait. T'as des scènes où tu sais pas trop quoi penser de ce que tu vois et tout ça. Alors que là, Michael Fassbender, il est un peu, voilà, il est sur des rails, c'est un très beau train qui roule très bien, qui marche très bien, mais ça reste un train sur des rails, quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu ce que je regrette, moi. Après, tu disais David Fincher détaché du monde, c'est peut-être le premier film ou le seul film où j'ai l'impression que Fincher ne parle pas du monde qui l'entoure. C'est-à-dire que j'ai trouvé le film... Il y a un côté très artificiel aussi, dans les décors notamment. Anachronique, quasi anachronique, tu sais. C'est un film que tu ne peux pas placer dans l'époque. C'est un film d'interzone, en fait. C'est un film d'interzone, c'est un film de... Tout est une espèce de monde parallèle, en fait, qui est le monde de David Fincher. C'est ça que je trouve passionnant, parce que, alors, ça, bien entendu, il y a du placement de produits, hein, Amazon et compagnie. Franprix, Kia, les bagnoles et tout ça, machin, Hertz, on fait les bagnoles. On va reparler du Super U de Saint-Michel Chef, mais dans Vincent doit mourir. Donc il parle d'un monde ubérisé, il en dit, c'est facile pour les tueurs à gages du coup de rentrer dans des forteresses avec ce monde ubérisé. Et en même temps, le mec il veut être discret, mais c'est le tueur à gages qui est toujours sapé pareil quand même. Hein. C'est vrai, comme un touriste allemand. Ouais. Mais comme un touriste allemand, donc on le remarque pas. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, ils sont chez eux partout. Et en même temps, avec ses choix musicaux, alors certes The Smiths, mais à un moment, il rentre et on entend Portishead. Oui, alors, oui. Tu vois, tu t'entends Portishead. De comeback. Tu dis putain, ça fait. J'ai pas entendu ça dans un film depuis je sais pas combien de temps. Salut, c'est Pitchfork. Oui, voilà. Et tu dis, bah voilà, ça fait que le film, en fait, est en même temps totalement dans son époque et en même temps totalement décalé. Totalement détaché. Donc c'est ça. Alors je pense que ça participe de l'expérimentation, hein, bien entendu, avec la redondance de la voix off, et puis qui va dérailler petit à petit, avec des dialogues qui sont un peu pompeux, on va bien le dire. Et je trouve que c'est très bizarre. Le premier chapitre, c'est la meilleure partie du film. À Paris. Toute la partie parisienne est vachement bien, moi je trouve. Et moi, finalement, je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce qui va passer après? Et puis en fait, qu'est-ce qui va passer après? En fait, je sais en fait ce qui va se passer après. Ils vont lui casser la gueule à sa bonne femme. Et puis donc du coup, il va se venger. Voilà. Alors t'es content de voir Tilda Swinton, t'es content de voir... Qui raconte la même blague que José Garcia dans Rire et Châtiment, la blague de l'ours bleu. Exactement. Super baston en Floride. Ouais, par contre, baston bien sec. Voilà, scène bien là, avec le gangster floridien. Saint-Pétersbourg, Floride. Voilà, mais ça, en fait, c'est des moments, mais c'est vrai que ça... Des épiphénomènes de scène. Voilà, il y a des moments où on se fait un peu chier. Il y a des moments où on se fait un peu chier, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu, je suis un peu au milieu du guet, c'est-à-dire je sais pas trop quoi penser de ce film-là, c'est-à-dire j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a des moments où j'étais intéressé, puis des moments où je suis un peu retombé, donc un peu inégal. Quoi, un peu comme j'ai un ressenti un peu inégal, quoi. Après, à voir effectivement dans le temps, est-ce que ça va me rester, ça c'est une question. Ça restera sûrement plus que The Northman, ça c'est une que j'ai complètement oublié, à part les mecs qui bug la poêle dans le volcan à la fin. Je pense à Northman. Mais parce que en fait, ce que je me dis, mais putain, mais comment ça c'était bidon, quoi. Voilà, ça fait partie de ces films où je me rappelle, ah ouais, mais ça c'était bidon, ça, comme film, ça. Ça c'était bien nul. Hein. Et t'es vaché parce que t'aimais bien les films, t'avais pas trop détesté les films d'avant du mec, quoi. Et là tu fais, ah ouais, non mais non. Tu vois, par le prétention là justement, alors pour le coup, c'est.
voilà, au moins avec Fincher, on est habitué, quoi. Oui, voilà. Tu sais ce qu'on va te donner. On sait quoi. qu'il est prétentieux, Voilà, mais bon, il est doué. Tu sais qu'un vrai fun, quoi. Tu sais ce que tu vas avoir, quoi. Je veux dire, si tu n'aimes pas ça, tu vas voir autre chose, quoi. Voilà. Moi, je trouve que ça s'insère bien. Mais c'est pas incohérent. Par contre, c'est pas un film incohérent. Ouais, par contre, derrière son côté minimaliste, je trouve que ça vaut le coup d'œil quand même. Donc The Killer de David Fincher, sorti il y a une dizaine de jours sur Netflix. Et on va continuer à parler de gens qui meurent et de violence avec un mec qui est trop dur à tuer. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était bien évidemment les Ramones, parce que ça faisait presque longtemps qu'on n'en avait pas passé, avec Too Tough to Die, extrait de l'album Too Tough to Die, chanson merveilleuse d'un album merveilleux d'un groupe merveilleux. Pochette bleue, hein. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, de mec qui veut pas mourir, en tout cas qui est vachement dur à tuer. Mais que tout le monde veut tuer, par contre. Mais que tout le monde veut tuer. C'est donc Vincent, dans Vincent doit mourir, incarné par mon gars Karim Leclou, qui devrait clairement dormir un peu. De toute façon, à peu près tous les gens qu'on voit dans ce film devraient faire une bonne sieste. Ouais. Ils ont des cernes assez ouf. Et donc, Karim Leclou, avec sa tête de chien qui chie, travaille dans une agence de graphisme. Il mène sa petite vie pépère, il fait ses petits trucs. Et un jour, sans crier gare, un jeune stagiaire, Hugo, avec sa tête de gland, lui fout un gros coup de PC dans la gueule. Et là, il dit mais pourquoi? On sait pas, c'est peut-être un burn-out. Mais quoi qu'est-ce? Le lendemain, son collègue Ludo de la compta lui fout des coups de crayon dans le bras et lui manque de l'arracher. Là, il se dit, bon, quand même, c'était un peu abusé. Personne ne le croit en disant qu'il y a genre un climat un peu de violence qui se crée autour de lui. Et c'est là que Vincent va se rendre compte qu'en fait, les gens qu'il croise, avec qui il a un eye contact, se mettent tous à le détester et veulent littéralement le tuer. Donc, sentant un peu quand même que ça pue du cul pour lui, il va prendre le large. Il va prendre le large, voilà, il va se mettre au vert à la campagne. Mais à la campagne, les gens sont pas plus gentils. Même les enfants essayent de le taper. D'ailleurs, même chez lui, les gens essayent de le taper. Et donc là, évidemment, ça se passe mal. Il tombe sur une jeune serveuse dans un diner incarnée par la toujours merveilleuse et magnifique et de plus en plus belle Vima Laponce. Et une intrigue sentimentale va se mener entre eux, sauf que c'est pas facile parce qu'elle aussi, elle a envie de le tuer. Donc, quelle affaire, le pauvre Vincent qui s'en prend en plein la moule et qui donc, au bout moment, va bien être obligé de se défendre, à foutre des coups de marteau dans la gueule et à étouffer les gens dans des mares de caca. Parce que donc, caca, il va être question. Donc, le premier long métrage de Stéphane Castan, qui s'est plutôt fait connaître par des courts-métrages, et réalisateur relativement âgé, parce qu'il a déjà la quarantaine passée, et qui donc, avec ce film-là, allie à la fois une certaine volonté de radicalité, on va dire, dans la thématique et dans la forme, mais qui est parfois contrebalancée malheureusement par, on va dire, une écriture qui est à la fois un peu lâche et veut trop en faire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes narratives qui pourront partir, mais qui ne seront finalement pas creusées et qui narrativement ne servent pas à grand-chose, comme un réseau de survivalistes, parce que d'autres gens ont le même problème donc, que le personnage de Vincent Leclou, et donc ils vivent dans des communautés autogéré, on va dire. La suite. Voilà, donc peut-être la suite. Vincent doit remourir. Et donc plusieurs pistes narratives comme ça qui ne sont pas forcément abordées et qui parfois, on va dire, pêchent par excès de volonté de trop bien faire, ou en tout cas de vouloir faire trop de choses. Ce qui fait que le film, je trouve, n'est pas assez resserré, parce que le film fait quand même 1h50 bien tapé, alors que ça aurait mérité, je trouve... C'est un concept pour un film de 90 minutes. Quoi. En fait, c'est presque un pitch de court-métrage, mais qui est étalé, pour le coup, sur une période un peu trop grande. Effectivement, 1h30 bien sec, bien nerveuse. En enlevant un peu de gras, ça aurait été, je pense, beaucoup plus efficace, alors qu'en termes de mise en scène, il y a des trucs qui fonctionnent vachement bien. Je trouve que toute la mise en place, toute la partie urbaine est vraiment mortelle, sur la paranoïa qui commence à monter un petit peu, mais là pareil, je trouve qu'il reste un peu léger, parce qu'on en parlait en off avant l'émission avec Erwan. Il y a des trous de scénario où tu dis non mais putain, mais ça au moins tu peux le faire pour montrer pourquoi ça merde, docteur. Bah oui, parce que alors en fait le truc c'est marrant, parce que c'est même si c'est pas les mêmes problèmes, mais moi j'ai un peu ressenti la même chose qu'en regardant Le Règne animal. C'est-à-dire que c'est des films que je trouve plutôt réussis. Thomas Caillet, qui est sorti il y a 3 semaines. C'est des films qui, dans les deux cas, je trouve, sont plutôt réussis sur le plan visuel. Tu vois, avec un rapport au genre que je trouve assez sympa. Enfin, tu vois, ça donne envie, quoi. T'as vraiment envie de soutenir, quoi, ce genre de... Voilà, moi, je suis carrément pour, quoi. Il n'y a pas assez justement de films, de films fantastiques, de machin. Moi, je trouve que la France a toujours été un peu à la traîne là-dessus. Voilà, pour des raisons culturelles et pour des raisons diverses et variées. Des raisons financières, et économiques.
Donc c'est bien que ça puisse, voilà, qu'il y ait des réalisateurs qui en démordent pas et qui essayent quand même de faire justement des choses. Sauf que en fait, les deux films sont des films concept qui reposent sur un concept de base dystopique. Même si c'est de la dystopie intime, puisque ça concerne les personnages, c'est pas, on voit pas l'état. Dystopie intime, on va dire, à volonté de critique sociale légère. C'est de la dystopie, on va dire, avec quelque chose de surnaturel en fait, qui change en fait la manière dont fonctionne la société. Et en fait, dans Vincent doit mourir. Alors moi j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai vu la bande-annonce mais genre pas longtemps avant de voir le truc, et ça c'est chiant en fait. Moi j'essaie d'éviter au maximum de voir les bandes-annonces parce que je trouve que la bande-annonce française est beaucoup trop explicative et beaucoup trop explicite, c'est-à-dire qu'il faut quasiment attendre les 2 tiers du film avant de voir des images inédites quasiment. C'est-à-dire que toutes les grosses scènes en fait tu les sens venir. Donc je vais pas mettre ça sur le poids sur les épaules du film. Ça c'est lié à malheureusement au fait que j'ai vu la bande-annonce avant et que j'aurais dû ne pas. Et en fait moi j'ai trouvé que la première partie ça commençait plutôt bien, et puis alors moi il y avait un aspect justement quand tu parlais de pistes qui n'étaient pas trop explorées, il y avait un aspect moi que je trouvais plutôt pas mal, c'était le côté presque scientifique au départ de la démarche du personnage. Il essaye de comprendre pourquoi. Il essaye de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les symptômes, comment est-ce qu'il... Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt malin, parce que ça, je me dis, bah ouais, mais dans la vraie vie... Ça montre que c'est un perso intelligent. Quelqu'un qui est modérément intelligent, qui a dessous de jugeote, il va essayer d'abord il va pas se mettre à hurler comme un bêta, il va d'abord essayer... Son esprit va pas pouvoir accepter tout de suite le surnaturel, il va d'abord falloir qu'il essaie de trouver une compréhension, une justification. Et donc ça, je trouve qu'il y avait une piste super intéressante. Sauf qu'en fait, ils tiennent pas cette piste-là. Au bout d'un moment, le personnage devient un peu plus instinctif, et je trouve qu'on perd un petit peu. Parce que, et justement, dans ce côté scientifique, du coup, c'est là qu'il y a des trous de scénario. C'est-à-dire, effectivement, on en parlait tout à l'heure, si c'est le contact visuel qui crée l'animosité chez l'autre et qui fait que l'autre veut vous tuer, pourquoi est-ce qu'il n'essaye pas de porter des lunettes de soleil ? Et pourquoi même des lunettes de soleil avec réfléchissant ? Tu vois ? Alors je comprends bien pourquoi il n'y a pas ça dans le film, parce que si ça dans le film, tu tues le film, tu tues le concept. Mais quelque part, il aurait fallu trouver un truc de scénario pour montrer que ça marche pas en fait. Qu'il peut bien mettre des lunettes de soleil ou des lunettes réfléchissantes, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est pas le fait que lui voit ou soit vu, c'est juste le fait qu'il y ait un contact visuel, comme deux lignes qui se rencontrent, quoi. Ce qui aurait pu être tout à fait acceptable à mon avis, quoi. Et en fait, voilà, je trouve que la première partie est plutôt pas mal. Mais déjà, moi, j'ai senti dans la première partie qu'il y avait... Je me suis dit, il y a des trucs de scénar auxquels ils n'ont pas pensé. Et ça, c'est pas bon signe quand moi je pense à des trucs où je me dis, ils n'ont pas pensé à ça, les gars. Pareil, le mec, le super scène de baston dans la fosse septique. C'est génial. Avec le facteur, qui est une super scène, qui est une scène qui est vachement bien. Musique, pareille, musique du film, super bien. Qui est toute grosse influence Carpenter. Ah ouais, mais moi je trouve. Tangerine Dream. Mais qui est un très bon. Moi je trouve. Et je trouve même que je regrette même que le thème principal, il apparaisse pas plus souvent dans le film. Parce que tellement je l'ai trouvé bien. Super générique d'ouverture, tout ça. Super beau. Voilà, il y a plein de il y a plein de bonnes choses en fait dans le film, mais je trouve que c'est un peu, ça tient un petit peu à la colue en fait tout ça, quoi. Et notamment, je trouve que dans la deuxième partie, en fait, moi j'ai eu un petit peu de mal à croire au personnage de Vima Laponce. Je dois confesser. Non pas qu'elle joue mal le rôle du tout, hein. C'est plus la manière dont le personnage est écrit, c'est-à-dire j'ai du mal à croire. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à croire. Disons que l'histoire, on va dire, intrigue amoureuse est rapide. Ouais, alors elle est rapide et puis elle est basée un petit peu sur des trucs un peu pouf pouf, quoi. C'est-à-dire que je monte dans ta voiture parce qu'il faut que j'évite deux connards à qui je dois de l'argent pour telle raison, et ouais, c'est un petit peu light, quoi, en fait. Voilà, c'est un petit peu light, mais en même temps, voilà, est-ce que c'est censé se passer sur quelques jours ? Il fallait une histoire d'amour, voilà. J'ai un peu du mal à croire à ce coup de foudre, en fait. Même si ça donne lieu à une scène, moi, que je trouve assez rigolote, où ils sont obligés, pour pouvoir copuler, ils sont obligés en tout cas de menotter celui qui écrit, celui qui est homicide, en fait. Voilà. Et par contre, moi, j'aime bien le fait que ça soit pas expliqué, que j'aime bien le fait, ce côté assez romérien, ce côté assez romérien, pas romérien, Romero, hein, mais ce côté assez romérien qui fait que on sait pas si c'est une épidémie, on sait pas si c'est lui le problème, on sait pas si c'est les autres. Que ça se transmet. Voilà, est-ce que ça se transmet ? Surtout qu'à alors sans trop en dire, mais à la fin du film, il y a des évolutions. Il y a une scène notamment de chaos sur autoroute qui est pas mal, moi je trouve, mais qui aurait mérité pareil un petit peu plus qui est limité à 50 mètres. Moi j'aurais bien aimé voir un tronçon départemental. Un truc un peu plus apocalyptique avec un petit plan d'ensemble. Alors peut-être c'est mon tropisme américain qui veut en voir plus, alors que voilà. Mais voilà, il y a des moments comme ça. En Inde, ils auraient mis 10 000 personnes en train de se battre. Et voilà, moi c'est ça le truc, c'est que je trouve qu'il y a des c'est pas du tout un mauvais film. Hein. C'est pas du tout un mauvais film. C'est juste que c'est un film où j'ai des réserves en fait en termes d'écriture, en fait. C'est-à-dire, je me dis,
c'est pas aussi, tu vois, c'est pas aussi carré, tu vois, qu'un Cronenberg, quoi, par exemple. Qui lui aussi fait des films concept comme ça. Voilà, et je pensais à Rage, moi notamment, quoi. Tu vois, où t'as une épidémie, tout ça, machin, quoi. Mais chez Cronenberg, c'est super, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que dans les premiers Cronenberg, c'est la dissection, quoi. Donc en fait, quelque part, cette c'est la dissection, alors que là, Castan, c'est un peu plus lâche, quoi. C'est un peu la plus lâche. dissection de la violence, mais qui du coup passe par des effets de mise en scène qui sont parfois ultra efficaces, par un montage qui notamment dans la bagarre et des effets visuels gore fonctionnent hyper bien. Pour le coup, c'est à bloc, quoi. Il y a du métier, hein. C'est plus un truc c'est un truc d'écriture. Alors peut-être qu'il y a aussi ce truc je te dis, d'avoir vu la bande-annonce qui fait que ça m'a retiré un peu la surprise, en fait. Peut-être que j'aurais été plus réceptif si j'avais rien vu du tout du film et que j'avais juste vu le film comme ça. Donc ça m'apprendra à arriver trop tôt au cinéma et à pas bien prévoir mon coup pour arriver pile poil entre la fin des bandes annonces. Sinon tu fermes les yeux pendant les bandes annonces. Ouais, mais bon, tout le monde te prend pour un zinzin. Bon, j'ai un collègue qui fait ça pendant les bandes annonces de films de Tom Cruise parce qu'il veut voir le moins possible. Il veut rien voir, bien sûr. Il veut tout garder pour la salle. Il veut rien voir, bien sûr. Mais voilà, donc film. Je dis voilà, comme Le règne animal, c'est-à-dire film un peu en dents de scie. Voilà, c'est un moment où je me dis c'est bien, c'est moins bien, puis c'est pas mal, c'est comme The Killer, c'est un peu moins bien. Un film de montagne russe. Ouais, un film un peu en dents de scie, quoi. Voilà, qui est intéressant quand même. De toute façon, moi je conseille quand même aux gens d'aller le voir parce que c'est quand même suffisamment différent pour que ça mérite d'être vu en salle. Et puis c'est drôle. Et puis le clou est très bien. Enfin, genre globalement, c'est vrai que ça joue quand même super bien. Les acteurs sont plutôt bien, moi je crois. Il y a des scènes assez drôles, je trouve, au début, une scène au commissariat, avec le collègue comptable qui est tout désolé, évidemment, d'avoir eu un accès de folie. Enfin, parce que les gens redeviennent normaux, en fait, après. Ils oublient. Ils oublient, en fait, ce qui leur est arrivé. Donc il y a des scènes assez gênantes, comme ça. Avec le psy. Avec le psy, ou son patron qui le met en télétravail, parce que quelque part, c'est un peu lui le problème, en fait, alors que c'est la victime. Enfin, tu vois. C'est la faute de la victime. Voilà. Et pareil, ce côté un peu satirique, il le laisse un peu tomber à certains moments, puis il le reprend. Voilà, et quelque part je crois qu'il y a une histoire de ton aussi, en fait, dans ce film-là. C'est-à-dire, est-ce que tu mais c'est marrant, dans Le règne animal il y avait le même problème, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le même problème, c'est la même question qui se pose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me faire comme film exactement? Alors j'ai rien contre les ruptures de ton, mais faut être Bong Joon-ho pour faire des ruptures de ton et que ça fonctionne. C'est pas si simple que ça, quoi. Et là je trouve que voilà, il y a des moments où c'est plutôt de la comédie, et peut-être que ça aurait dû être beaucoup plus Franco de Port est peut-être beaucoup plus généreux aussi en termes de gore, mais tu vois, les scènes de violence, elles sont traitées de manière très sérieuse, en fait. Donc c'est à mi-chemin entre la comédie et le film d'horreur, sans forcer. Ça marche bien. En fait, c'est ça. Il vomit du caca, ça marche bien. C'est de la comédie horrifique sans forcément que tout s'emboîte exactement parfaitement, je trouve, à l'intérieur du film. C'est ça, exactement. Donc, Vincent doit mourir de Stéphane Castan, sorti en salle le mercredi dernier. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, alors Thibaut. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être Cartel de Ridley Scott. C'est Counselor. Voilà, on a suffisamment chié sur Ridley Scott. A raison. Oui. Pour souligner quand il fait des bons films, et Cartel en est ça lui arrive une fois tous les 10 ans, écoutez, voilà, on peut lui laisser ça. Film toxique sur des relations humaines toxiques dans des espaces géographiques toxiques. Et Cameron Diaz, Mais pourquoi pas en mode showgirl, Paul Verhoeven, grand film de vulgarité américaine. Il y a Cameron Diaz, je crois que c'était Penelope Cruz. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Ça va être un de ses derniers rôles. Cameron Diaz avec la célèbre scène de la chatte ventouse sur une voiture. Il y a plus que ça. Et nous ne parlons pas de l'animal, bien évidemment. Oui. Voilà. Et les dialogues sont hallucinants autour des relations humaines. McCarthy. Voilà. Donc voilà, grand film, peut-être top 5 de toute la carrière de Ridley Scott. Haut la main. Avec une grande année, bien sûr. Hors concours. Une lame de fond. Voilà. Et J. Jane. Non, mais une grande année, ce week-end. Et Black Rain, c'est pas lui Black Rain, si, c'est ça. Moi, j'adore Black Rain. Parce que c'est tellement années 80 facho-américain. C'est tellement réganien comme film. Ouais, avec Michael Douglas, ça a toujours dans les bons coups. Hein. Mais avec l'acteur qui jouait, comment il s'appelait cet acteur? L'acteur qui jouait Baby Cart, qui jouait un des méchants. Un des méchants. Une de ses dernières apparitions, une de ses seules apparitions dans un film non japonais. Voilà. J'ai oublié son nom. Bravo. C'est votre travail quand même. Ouais, c'est pas beau. Bref, merci Thibaut. Docteur. Eh ben écoute, moi, ça sera un film que j'imagine que j'ai déjà dû dire
voilà. Oui, mais on peut le citer toutes les Voilà, semaines. mais voilà, que je redis une fois de plus, si je l'ai déjà fait. C'est La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, voilà, film délicieux. Alors justement, très bon exemple d'un film bien écrit, justement. Un des plus grands films sur Sherlock Holmes qui porte en compte une palanquée. Ouais, et moi qui suis un fan de Sherlock Holmes, moi qui ai toujours été un très grand amateur de ce personnage de fiction, je trouve que c'est une très belle variation. Je pense que c'est sans doute une de celles des plus réussies avec, comment ça s'appelle, Élémentaire, mon Sherlock Holmes. Oui. Ou alors Ben Kingsley, Sherlock Michael Holmes attaque l'Orient Express, The 7% Solution. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, ou Le secret de la pyramide, qui est aussi un excellent Sherlock Holmes. Donc moi je le mettrais dans ce quatuor de tête. Avec le chien des Bascardi. Voilà. Mais le chien des Bascardi, c'est des adaptations. Oui. Là, je parle plutôt de variations, c'est-à-dire des histoires qui n'ont pas été écrites par Conan Doyle, mais qui sont dans l'univers de Sherlock Holmes. Dans le lore. Voilà, dans le Sherlock Holmes verse. Et je trouve que celui-là est un des plus réussis, mais aussi parce qu'il y a toute cette dimension polissonne, pourrait-on dire, de Billy Wilder, avec notamment force blague sur le fait que deux hommes vivent ensemble à l'époque victorienne. Qu'il aurait aimé pousser encore plus loin, mais qu'il n'a pas pu faire. Les contraintes de production ont fait qu'un mais film... ce qui reste est déjà bien. Watson est très drôle. Ouais, Watson, l'acteur qui joue Watson est super, il s'en donne à cœur joie, enfin voilà. Et c'est film très très sympathique du début jusqu'à la fin. Merci. Alors moi, ce sera deux films qui n'ont rien à voir. C'est vraiment le grand écart cinéphilique que j'ai revu ce week-end, mais qui a tué Pamela Rose de Éric Lartigot avec Ken Merad et Olivier Barrault, probablement leur meilleur film. Toujours un trésor de conneries non sensiques extrêmement débiles. D'ailleurs, la série Pamela Rose a commencé hier sur Canal+. Et sinon, dans un tout autre genre, c'est le nouveau film de Mani Ratman, donc Ponniyin Selvan 2, donc la suite de Ponniyin Selvan 1, la suite de sa saga sur Epic, où Mani Ratman démontre définitivement qu'il reste encore un des plus grands talents du cinéma en activité, dans un parallèle assez surprenant avec celle de Choyark, qui commence avec des films ultra vénères, ultra politiques, et qui finit à nous balancer parmi les films les plus épiques et les plus dingues de ces dernières années. C'est absolument merveilleux. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de films de sabre japonais notamment et surtout. D'ici là, portez-vous bien. Merci Thibaut. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir. Salut.